Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce plateau du débat de la rédaction, l'émission hebdomadaire de la rédaction de DTV consacrée aux questions d'actualité. L'actualité, elle est exclusivement, ou bien elle tourne exclusivement autour de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous allons avec nos invités essayer de disséquer un peu ce sujet et essayer également de peser et sous-peser les véritables enjeux de cette élection. Nos invités, El Hadj Ibrahima Mbow, il est membre de Macky 2012, cette coalition qui a soutenu la candidature du président Macky Sall déjà au premier tour de la présidentielle de 2012. Il est aussi membre par extension de la coalition Macky 2012. Professeur Mbow, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Edouard. Malik Niass est membre du parti Rewmi. Rewmi, il est également membre du conseil départemental de Kaolack. Mansour, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Edouard. Moussa Sow, mandataire de And Taxawu Dakar. Il est aussi membre du parti Pencho, parti que dirige Moussa Tine. Moussa Sow, bonsoir. Notre quatrième invité s'appelle Bassirou Kébé. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, le PDS, qui a décidé également avec ses alliés de prendre part à cette élection. Bassirou, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Edouard. Professeur El Hadj Ibrahima Mbow, je vais démarrer avec vous. Beaucoup de Sénégalais s'interrogent, c'est quoi le Haut Conseil des collectivités territoriales? Est-ce que vous pouvez revenir de manière un peu prosaïque sur la définition un peu de ce Haut Conseil à l'endroit des Sénégalais qui nous suivent? Avec plaisir, Pierre-Edouard. Mais permettez-moi tout d'abord de saluer mes parents, mes amis, mes frères qui sont ici présents sur ce plateau, saluer un peu les téléspectateurs qui nous regardent. Souhaiter aussi un bon pèlerinage aux musulmans qui sont partis à la Mecque, à toute la Oumma, et aussi aux chrétiens qui sont partis à Rome récemment. Alors, moi, je commence par vous féliciter pour cette initiative. C'est important d'échanger avec les populations sur la nécessité du Haut Conseil. Voilà une institution qui est exclusivement dédiée aux collectivités territoriales. Parce qu'en réalité, c'est un dispositif qui manquait. Nous avons besoin d'une assemblée des élus, une assemblée qui va prendre en charge les besoins des collectivités territoriales. Nous avons une décentralisation depuis 1996, avec quand même des difficultés. Au Sénégal, il y avait déjà 7 régions. On est arrivé aussi à 14 régions, mais jusqu'à présent, on a toujours cette macrocéphalie de Dakar et à l'intérieur du pays toujours délaissé. Le président Macky Sall est très cohérent avec lui-même. D'ailleurs, dans le Yono Yokouti, il avait annoncé. C'est important de décentraliser les politiques publiques. Quand on dit territorialiser les politiques publiques, c'est en réalité voir les impacts de toutes les décisions au niveau local. Qu'est-ce que le Haut Conseil permet? Le Conseil, c'est un autre modèle de gouvernance. Le Haut Conseil va donner un avis sur le développement territorial. Les élus, enfin, vont être crédibles. Ils vont être utiles à leur localité. Ils vont être tellement près de leurs besoins qu'ils vont les exprimer avec efficacité, avec loyauté. Voilà une assemblée consultative. Alors moi, je pense que la consultation, c'est quelque chose d'essentiel. Le conseiller, le consultant, le médecin qui ne consulte pas, il ne peut pas guérir. Cette dimension réflexion est essentielle pour approfondir notre démocratie. Nous avons quand même remarqué que nos communes sont un peu appauvries, sont un peu déshéritées, on peine à développer l'intérieur du Sénégal. On peine à développer, il y a toujours cette dépendance entre les collectivités territoriales et le pouvoir central. L'autre élément aussi qui est important, c'est que cette haute autorité, ce Haut Conseil, va faire un trait d'union entre un peu la base et le pouvoir central. C'est enfin un espace d'échange et de dialogue. Vous voyez, moi je pense que cette implication des acteurs est tellement importante aujourd'hui pour asseoir une véritable, j'allais dire, homogénéité, une grande cohérence dans le développement du pays. Moi, je pense que même sur le plan de l'organisation, le Haut Conseil va faciliter un peu l'organisation des pôles économiques, des pôles territoires, va donner un avis sur le fonctionnement, va donner un avis sur les organes, va proposer aussi une mesure de simplification. Nous savons quand même qu'il y a un écart aujourd'hui qui est là, qui est évident entre, j'allais dire, le pouvoir central et les collectivités. Il y a eu quelques difficultés que nous avons vécues depuis 1996. Je pense que c'était important, à l'image de certains pays. Moi, je reviens récemment d'un grand voyage en Asie, etc. J'ai vu qu'aujourd'hui, c'est le modèle de développement. Nous devons donner la parole aux véritables acteurs. Donner la parole aux véritables acteurs qui sont plus proches des besoins des populations et qui vont aussi, j'allais dire, partager et faire profiter, j'allais dire, de l'impact global. Moi, je pense que ce choix est pertinent et que d'ailleurs, c'est très très difficile de remettre en cause l'utilité parce qu'enfin,
nous allons asseoir la démocratie participative, il y aura naturellement une correction des déséquilibres. Tout le monde a remarqué les déséquilibres qu'il y a quand même entre Dakar et l'intérieur du pays. Mais c'est fort, c'est criard et c'est désolant. Pour développer le Sénégal, il faut développer l'ensemble des collectivités. Moi, je pense que le Haut Conseil va aussi permettre de développer les solidarités nationales, de renforcer la démocratie et enfin de promouvoir la décentralisation. Mais cette fois-ci, par des actions concrètes, par le terrain. Et ça, je pense qu'enfin, l'élu local deviendra important. Moi, je pense qu'il était temps et le président a été très courageux. Et d'ailleurs, le président l'a proposé, mais c'est le référendum qui l'a validé. Aujourd'hui, le Haut Conseil est une institution fondée, instituée par le peuple sénégalais. Mais je pense qu'en toute démocratie, nous devrons quand même nous en féliciter. Oui, Bassirou Kébé, est-ce que vous vous retrouvez dans ce plaidoyer du professeur El Hadj Ibrahima Mbow? Oui, merci Pierre-Edouard. Je crois que il vient de nous énumérer un peu le contenu de la loi organique 2016, je crois, 24, du 14 juillet 2016, qui porte organisation du Haut Conseil des collectivités territoriales, avec ses différentes missions qu'il a évoquées. M. Mbow a évoqué ces missions. Vous savez, nous avons l'art, nous, au Sénégal, de bien écrire les textes. Mais quand nous écrivons les textes, souvent c'est dans la pratique que nous avons des problèmes. Et je dois rappeler également qu'au niveau du PDS, notre position a été claire dès le départ. Nous avons participé au référendum, nous ne l'avons pas boycotté. Nous avons voté non sur plusieurs points, parce qu'il y avait plusieurs points sur lesquels nous n'étions pas d'accord. Donc je précise que nous ne sommes pas contradictoires parce que nous avons décidé de voter contre ce référendum, mais le peuple sénégalais qui est souverain a décidé de dire oui à ce référendum, à cette constitution. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème de cohérence? Pas du tout, Edouard. Pourquoi? Parce que moi je crois que s'il s'agit de cohérence, nous sommes tout à fait cohérents. Pourquoi je le dis? Nous avons participé à une élection présidentielle, mais élection au cours de laquelle nous avons voté contre Macky Sall. Et il est devenu président de la République. Mais si tel était le cas, on n'allait pas le reconnaître comme président de la République et participer aux différentes politiques qu'il est en train de dérouler ou aux différentes élections qu'il propose aux Sénégalais. Une Assemblée nationale, nous n'avons pas voté la liste Benno Bokk Yakaar qui est majoritaire à l'Assemblée. Le Haut Conseil a été institutionnalisé par la Constitution sénégalaise, voté par les Sénégalais au cours d'un référendum. Donc pour nous, c'est une institution républicaine qui est là. Donc nous devons obligatoirement participer à la mise en place de cette institution. Ça, s'il n'y a pas de contradiction, à mon humble avis. Maintenant, là où nous avons des problèmes, c'est que nous avons dit dès le départ que c'est une institution budgétivore. Mais qu'on y participe ou pas, cette institution va exister. Alors, la démocratie étant ce qu'elle est, avec ses limites certainement, mais les Sénégalais ont accepté cette institution. Nous l'acceptons malgré les difficultés que nous avons évoquées à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, cette institution, nous devons travailler ensemble pour qu'elle soit ce qu'elle doit être réellement et non ce que veut la majorité présidentielle. Est-ce que vous jugez l'institution budgétivore? Est-ce que vos membres vont refuser les salaires qu'on va leur proposer? Mais non, pourquoi on va refuser des salaires qui existent, qui ont été budgétisés? Nous allons participer parce qu'il s'agit d'un jeu démocratique. Nous avons accepté, à partir du moment où les Sénégalais ont dit oui, de participer au processus de mise en œuvre de cette institution, avec toutes les conséquences budgétivores, toutes les conséquences, qu'on soit sur des conséquences politiques, sociales ou économiques. En tout cas, nous assumons, nous, au niveau du PDS, de participer à cette élection parce que c'est une institution reconnue. Maintenant, je pense que dans le débat, on pourra dire quelles sont peut-être les propositions ou les failles qui existent dans cette loi organique qui est là, dans le choix, par exemple, des 70, etc., etc. Je pense que peut-être que le débat nous permettra, mais en tout cas, nous pensons au niveau du PDS que nous devons y participer et nous sommes en train de participer dans le processus. Moussa Sow, est-ce que vous avez décelé déjà une tare congénitale qu'on pouvait, donc, au Conseil-là? La région de Dakar qui va, ou bien le département de Dakar qui va compter 3 au Conseil, alors que le département de Dakar compte 7 députés à l'Assemblée nationale sur 150 députés. Oui, je vous remercie Pierre-Edouard. Je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, saluer les invités autour de cette table et saluer aussi la pertinence du thème que vous avez sur lequel vous nous invitez à débattre aujourd'hui.
Vous avez raison de le dire, je ne reviendrai pas sur les critiques qui ont déjà été faites par ceux qui m'ont précédé. Effectivement, nous avons, dans le cadre de la démocratie au Sénégal, forcément nous avons décelé des tares. Vous ne pouvez pas mettre en place une institution que vous appelez démocratique et prendre au moins presque la moitié et les nommer. Ce n'est pas possible. Sur cette élection-là, il y a 80 au conseil qui seront élus. Le reste, les 70 autres, seront nommés par le président de la République. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de légitimité entre ceux qui seront élus et ceux qui seront nommés? Mais évidemment que ça se posera. Non seulement ça, mais le président de cette institution, qui aurait dû être choisi parmi ses pairs, sera aussi nommé par décret par le président pour une période d'une année renouvelable. Cela veut dire ce que cela veut dire. Nous avons vu le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Quand vous nommez une autorité de cette dimension pour une année, ça veut dire qu'au bout d'une année, si vous n'êtes pas satisfait de ces prestations, j'allais dire, vous avez la liberté de le choisir, de le changer comme vous voulez. Donc ça aussi, c'est un problème. Et c'est pour ça que je rejoins un peu mes camarades de ce point de vue-là. Oui, le département de Dakar qui va compter... Ça aussi, c'est un problème. Parce que quand vous allez à des élections législatives, Dakar, c'est la plus grande ville du Sénégal. Elle a toujours eu 7 députés. Aujourd'hui, on nous confine à 3 au conseil. Non seulement cela, mais on nous donne une période de moins de 15 jours pour nous préparer à cela. Parce que le décret convoquant le congrès électoral a été pris en fin juillet. Et il fallait déposer les listes le 14 août. Les listes, les noms de partis ou de coalitions de partis, ainsi que les listes de candidatures. Vous savez, c'était facile de le prendre de cette manière-là. Mais on a compris un peu le piège dans lequel voulait nous mettre le président de la République. Et nous avons pu le contourner heureusement au niveau de Dakar, en prenant les dispositions que nous avions prises pour déposer les dossiers à temps et préparer les candidatures de la même manière. Malick Niass, votre parti, le Rewmi, a décidé de boycotter cette élection. Pourquoi cette décision? Cette décision de boycotter l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales est une décision de principe. Vous savez, nous, à Rewmi, notre principe, d'abord la signification de Rewmi, c'est l'intérêt vital national. Nous avons considéré qu'après d'avoir sorti du référendum que nous avons boycotté, la cohérence voudrait que nous prenions des mesures allant dans le sens de régler les problèmes des Sénégalais, favoriser les choses qui prennent en compte les préoccupations des Sénégalais, plutôt que de prendre en compte une clientèle politique. En réalité, le Haut Conseil, c'est ça. L'article 1er du Haut Conseil des collectivités locales parle que le Haut Conseil donne des avis motivés. Le président de la République, Macky Sall, a un problème d'avis. On parle du Conseil économique, social et environnemental. Bassirou l'a dit tout à l'heure. Au Sénégal, on n'a pas un problème de texte. Quand vous avez l'exposé des motifs sur le Haut Conseil, sur le Conseil économique, social et environnemental, vraiment, le sens, le style, c'est extraordinaire. Mais évaluons le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce qu'il a produit comme avis? Et même les avis donnés, qu'est-ce que le président en a fait? Donc on n'avait pas besoin de créer un Conseil des collectivités locales, le Haut Conseil des collectivités territoriales, pour qu'il donne des avis au président de la République, dit-il, soi-disant motivés. Quand on a besoin des avis motivés, on doit chercher l'expertise. Il y a l'association des élus locaux, il y a l'association des maires du Sénégal, il y a les spécialistes de la décentralisation qui peuvent donner des avis motivés, si ça va vraiment aux intérêts des Sénégalais. Mais à mon avis, à mon très humble avis, le Conseil économique, social, environnemental est une institution budgétivore. C'est, comme dit notre camarade Thierno Bokoum, un Sénat double XL, donc qui revient avec un nouvel bonnet en ruban. Oui, aujourd'hui vous optez pour le boycott, mais il est avéré que la politique de la chaise vide n'a jamais prospéré. Non, en réalité, il ne s'agit pas de la politique de la chaise vide. C'est une question de principe. C'est-à-dire que nous considérons à Rewmi que le Haut Conseil des collectivités territoriales
ne fait pas partie de notre intérêt vital national. C'est-à-dire que le Sénégal n'a pas besoin d'une institution de galerie, qu'il va faire un budget de 8 à 10 milliards, simplement pour la galerie, c'est pour la gabegie. Cet argent-là aurait dû servir à autre chose. Quand on a la charge de gouverner une nation, l'axe auquel on ne doit pas se dévier, c'est l'axe de l'intérêt général. Il ne s'agit pas parce que des gens ont participé à la roue, et il faut les récompenser, qu'on crée un conseil économique, social et environnemental pour les caser. Bon, la clientèle n'est pas satisfaite, les gens attendent, comme disait l'écrivain Hissène Djerti, à qui je rends un grand hommage. Il disait quand le président Abdou Diouf créait le Sénat, il disait aux frustrés, quand il les rencontrait, attendez le Sénat. C'est ça. Il a créé une assemblée, le Conseil économique, social et environnemental. Bon, les gens attendent encore. Il dit, bon, attendez le Conseil. Et ma foi, ça ne développe pas un pays. Un président de la République doit être au-dessus de la mêlée. C'est quelqu'un qui, tout son quotidien, doit se concentrer sur notre intérêt vital. Le président, c'est un homme politique aussi, hein? Oui, un homme politique, mais un homme spécial, un président de la République. Oui. Qui doit être au-delà de la mêlée. Il doit se concentrer sur l'intérêt exclusif de son peuple. Elhadj Ibrahima Mbow, est-ce que vous partagez les critiques formulées à l'endroit du Haut Conseil, qu'il est budgétivore et que 70 conseillers soient nommés sur les 150 et que Dakar rencontre 3 hauts conseillers au lieu de 7 comme à l'Assemblée nationale? Oui, bon, honnêtement, moi j'ai trouvé des critiques, j'allais dire, presque un peu superficielles, à part un peu mon jeune frère Malik qui mélange un peu le Conseil économique et puis le Haut Conseil des collectivités. Je vais quand même redresser un peu de choses, objectivement. Moi je suis membre du Conseil économique. Nous avons produit des rapports d'excellente qualité. C'est l'occasion d'ailleurs de féliciter Madame la Présidente Aminata Tall. Le Conseil a été félicité partout par tous les acteurs. Qu'est-ce qu'on a produit au niveau du Conseil économique? Et je reviendrai sur le Haut Conseil puisque mon jeune frère l'a évoqué. Nous avons produit un rapport sur l'élevage. C'est important de le dire, le ranch de Doli, il est en train d'être clôturé. Nous avons produit un rapport sur la pêche, avec la surveillance des côtes. Un rapport sur l'environnement qui a été félicité même au niveau de la COP 21. Nous avons au niveau du Conseil... Le problème dans notre pays, ce ne sont pas les rapports. Non, le rôle du Conseil... On rédige des rapports pertinents, mais c'est la suite qu'on accorde à ces rapports-là. Il faut, je pense aussi, qu'on mette le doigt sur le fonctionnement de nos institutions. Le Conseil économique, son rôle, c'est de donner des avis sur ces questions-là. C'était juste pour répondre à Malik. Le Conseil économique joue très bien son rôle, a été salué. Malheureusement, vous n'êtes pas venu aux journées portes ouvertes, vous aurez été plus édifié sur le travail. Maintenant, revenons au Conseil. Moi, je pense que par rapport à la nomination, attendez, quand même, nous avons 150 membres. 80 vont être choisis, des élus vont être choisis par un peu les bases. Le président de la République, lui, chef de la nation, qui a une grande légitimité, qui a une capacité pour équilibrer, va nommer des gens. En fonction de quoi? Il faut quand même faire confiance au chef de l'État. On a besoin de compétences, on a besoin d'experts. Les problèmes de la décentralisation sont tellement complexes par rapport à l'éducation, au transport, à l'environnement. Regardez un tout petit peu, j'allais dire, la malgouvernance de ce secteur depuis longtemps. Mon ami du PDS ne me démentira pas. Ils avaient aussi une grande ambition au niveau de la décentralisation, mais résultat des courses, le PDS n'a pas fait grand-chose en matière de décentralisation à part quelques discours. Notre pays a besoin de changer complètement. Et qu'est-ce que le président a proposé? Il a proposé une institution extraordinaire. Les vrais acteurs vont discuter, échanger, non seulement donner des avis, mais proposer des politiques au niveau territorial. Ça, c'est quand même extraordinaire. Sur le plan, j'allais dire, de la complémentarité. Cette assemblée manquée, qui parlait des affaires des élus locaux jusqu'avant? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Effectivement, le Sénat, ce n'est pas la même chose. Le Sénat, dans un parlement, enfin, quand on parle de bicaméralisme, il y avait l'Assemblée nationale, le Sénat votait les lois, etc. Ce n'est pas le cas. Ici, cette institution va conseiller, va être au cœur de la décentralisation, va corriger, va simplifier. Et enfin, mais les populations vont avoir le véritable représentant. Maintenant, pourquoi le président doit choisir? Mais il choisit le Premier ministre, il choisit les ministres. Et c'est un homme d'État qui a parcouru le pays, qui connaît les hommes, qui a une manne d'informations que personne n'a. On ne peut pas quand même demander au président. Moi, honnêtement, même s'il en avait choisi 100, ça ne m'aurait pas choqué. Parce que pour lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des résultats. Il a besoin de compétences.
On ne peut pas aussi fonder, je vais dire, toute la décentralisation, toute cette équipe, tout le Haut Conseil, que sur les gens élus. Il y aurait des disparités et des déséquilibres. Maintenant, sur Dakar, oui, mais attendez, moi je pense qu'il est temps aussi qu'on réduise l'importance de Dakar au niveau du Sénégal. C'est ça le problème. Tout a été à Dakar. Dakar était prévu pour 500 000 personnes. Aujourd'hui, les statisticiens disent qu'on est 3 millions. L'informel dit qu'on n'est pas loin de 5 millions. Des problèmes d'eau, d'assainissement. Dakar a été loupé en termes d'aménagement. Dakar, c'était le manque d'ambition du Parti socialiste de l'époque, permettez-moi de le dire. Le PDS n'a pas pu redresser, mais permettons à notre pays, et c'est ça que le président veut. Nous voulons un autre Sénégal. Ça, construisons-le ensemble. Maintenant, dernier point. Je pense que c'est important aussi de le dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas politiser cette affaire-là. Ce sont des élus qui vont encore redemander. Moi, j'ai été, j'allais dire, très heureux de sentir que beaucoup d'élus se battent pour être sur les listes. Pourquoi? Ils ont à cœur le développement de leur pays. C'est pas mauvais. La compétition est quand même saine en démocratie. Ne fuyons pas le débat. Une course aux privilèges, là? Mais attendez, privilèges de quoi? Non, vous savez, les gens qui veulent des privilèges, ils montent des sociétés, etc., etc. Ils cherchent de l'argent, ils cherchent des dividendes. Mais quand on est dévoué pour son pays, mais attendez, vous allez régler les problèmes d'inondation, vous allez régler les problèmes d'électrification, vous allez régler les problèmes de santé, les déséquilibres, vous allez les corriger. Mais attendez, où est le privilège? Quel budget? Attendons la loi de finances. Et si, je vais vous dire, je ne sais pas combien ça va coûter, puisqu'il faut quand même voir un peu les chiffres et les budgets. Mais très honnêtement, si on prend en charge très correctement les intérêts, moi je dis du monde rural, mais de l'intérêt du pays, on aura gagné beaucoup de choses. Et vous savez, entre nous, depuis 1960, tout est à Dakar. 80% des emplois, 80% des infrastructures, 80% des investissements. Il n'y avait même pas d'hôpitaux à l'intérieur. Regardez les 2 hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor, construit depuis très très longtemps. C'est l'année dernière que ça a commencé à fonctionner et ça ne fonctionne pas encore très bien. Je ne dis pas que le pays va très bien, non, c'est pas vrai. Le pays va tellement mal qu'on a besoin d'institutions fortes pour corriger. Et depuis 2012, qu'est-ce que le président fait? D'excellents résultats. Pourquoi le PUDC marche bien? Parce que justement, on veut régler les problèmes de ce pays-là. L'eau, l'assainissement, l'électrification rurale. Et nous y arrivons. Moi, je pense qu'il faut dire qu'on est vraiment en très très bonne voie. Mais et cette assemblée, il faut la saluer. En quoi ce Haut Conseil peut-il régler, peut-il améliorer les conditions de vie et d'existence des Sénégalais? D'abord, par rapport à la prise en charge des besoins, il faut d'abord bien les connaître. Si les élus d'une localité vont être présents, vont impacter, vont voir les retombées de la décision centrale et vont corriger. C'est ça l'avantage du Haut Conseil. C'est pour ça que la consultation et le Conseil sont des éléments, des mécanismes, des instruments essentiels pour notre démocratie aujourd'hui. Mais vous croyez que les populations... Mais ce Haut Conseil peut-il réussir là où l'Assemblée nationale, par exemple, a échoué? Non, mais ce n'est pas le même rôle. L'Assemblée générale et l'Assemblée nationale votent les lois, accompagnent, etc. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Le Haut Conseil est une assemblée d'élus qui va régler les problèmes des localités et des collectivités. Les communes vont être mobilisées, les départements vont être mobilisés sur des problèmes ponctuels et donner des avis. Mais vous savez, le problème de notre gouvernance quand même, c'était, je vais dire, pas le manque de réflexion. Jusqu'en 2012, qu'est-ce qu'on faisait? Quelqu'un pensait quelque chose, le mettait en branle, se casser les dents et revenir là-dessus. Non, moi j'étais choqué de voir que Dakar, les gens disent que Dakar, tout va bien parce qu'on a du pavage. Et récemment, d'ailleurs, ils ont oublié de mettre un peu les canalisations en dessous, etc. Ça, c'est des petites erreurs. Le lait à l'école, c'est une très bonne chose, mais c'est pas ça la gouvernance d'une ville. Nous avons besoin de véritables politiques d'emploi, attirer les entreprises, avoir un super environnement et le Haut Conseil va jouer son rôle. C'est ça que je sais. appréciera. Il va répondre tout à l'heure sur cette question. Alors, Bassirou, est-ce que vous avez été convaincu par les arguments de El Hadj Ibrahim Mbaou? Absolument pas du tout. Franchement, pour vous dire, je pense que nous avons l'impression que ces gens qui nous gouvernent ne comprennent pas grand-chose de la notion de développement territorial. Je suis désolé de le dire. Je suis obligé d'abord de faire quelques précisions parce qu'il a dit que le PDS n'avait aucune ambition en matière de aucune vision en matière de décentralisation. J'ai pas dit ça. Non, M. Mbaou, permettez-nous de dire ce que nous avons à dire parce que nous vous avons écouté. Nous vous avons écouté religieusement, j'allais dire. Donc, permettez-nous aussi de dire ce que nous avons à dire parce que nous sommes dans un débat d'idées et de cette contradiction jaillira certainement la lumière. Le PDS, quand vous dites, prenons le statut de l'élu local. Mais qui a amélioré ou renforcé le statut de l'élu local? C'est le président Abdoulaye Wade. Mais quand on va jusqu'à doter les PCR à l'époque, les présidents de communautés rurales, de véhicules, de carburant, etc., de renforcer également le budget des collectivités locales, je pense que ça c'est un point qu'il faut noter et qu'on ne me démentira pas. On ne pourra pas me démentir. La deuxième chose, c'est l'administration locale. Mais les secrétaires municipaux que nous avons aujourd'hui,
dans les communautés rurales, etc., qui sont partis des programmes de volontariat au niveau du service civique national à l'époque, qui était au ministère de la Jeunesse, que nous avons formés et qui sont devenus aujourd'hui des fonctionnaires locaux. La fonction publique locale, c'est sous Wade. Ça également, il faut le dire, avec des salaires aujourd'hui. Donc je pense que nous dire aujourd'hui que nous n'avions pas de vision, rien que ces deux éléments suffisent pour convaincre que nous avions effectivement une vision de renforcer la politique de décentralisation au Sénégal. Ça, c'est un. Deuxième chose, troisième élément plutôt, la cellule d'appui aux élus locaux avec l'appui des Canadiens en 2002, c'était qui? C'était nous. C'était avec Wade. Cette cellule qui a permis d'aller vers même le programme national de développement local, le PNDL. Nous avions le PNIR et les autres programmes, mais qu'on a fusionné en PNDL. Attention, moi je crois qu'il faut qu'on arrête quand même de dire des choses qui ne sont pas... On s'en souvient de ce bras de fer entre Macky Sall et Aminata Tall à l'époque. Mais voilà, mais justement parce que... Mais justement parce que Macky Sall voulait à l'époque contrôler le PNDL et avait mis son homme au niveau du PNDL. Mais je pense que tout ça, avec des milliards d'ailleurs, oui. Des milliards d'ailleurs. Mais donc je pense que vraiment, M. Mbaou, je suis désolé de vous répondre ainsi, mais ce que vous êtes en train de dire, mais les Sénégalais jugeront. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire concernant, moi je pense qu'il y a une chose qui est claire, c'est que le Haut Conseil des collectivités locales a été validé par les Sénégalais, c'est vrai. Nous devons respecter effectivement la volonté des Sénégalais, mais pour nous, nous disons toujours que ce Haut Conseil n'a pas de sens. Ce n'est pas une contradiction, encore une fois. Si. Non, pas du tout. Ça n'a pas de sens. Convainquez-nous du contraire alors. Ça règle des problèmes politiques. Ça gère une clientèle politique. Parce que le mode de désignation, de choix déjà ou d'élection de ces conseillers, nous savons tous qu'on a faussé le départ. Parce que quand vous allez dans les conseils municipaux, ou dans les conseils départementaux, mais souvent c'est des gens qui n'ont aucune notion sur la décentralisation, sur comment dirais-je, les politiques publiques comment dirais-je, territoriales, excusez-moi. Donc c'est des gens souvent qui n'ont pas de l'expertise. Mais on en prend 70 qui sont choisis, ça c'est les règles du jeu démocratique, on n'y peut rien. Donc c'est les conseillers eux-mêmes qui vont choisir. Même si un conseiller choisit quelqu'un qui ne sait rien dans la décentralisation, il est obligé de siéger au niveau de ce haut conseil. Mais maintenant, là où nous attendons le président de la République pour corriger cette faille, évoquée par M. Sow tout à l'heure, c'est le choix des 70. D'ailleurs, pour nous, en démocratie, ce n'est pas normal de permettre à un président de la République de faire un choix de la moitié presque de ses conseillers. Ce n'est pas normal. Également que le président de la République puisse prendre un décret pour désigner le président du Haut Conseil des collectivités locales. Et c'est ce même décret qui pourrait mettre fin à ses fonctions. Mais vous voyez, on est en train de faire une gestion politicienne de ce Haut Conseil pour caser une clientèle, pour gérer un allié qui n'a pas encore jusqu'ici de tampontin. Mais c'est ça la vérité. Parce que ce Haut Conseil, tout le monde sait qu'il sera dédié à Ousmane Tanor Dieng. Mais ce choix des 70, nous pensons que puisque la loi a été votée, les Sénégalais ont voté la Constitution, les 70, moi je pense que le président doit corriger en y mettant des experts sur cette question. Sinon, ça n'a pas de sens, parce que c'est des avis, mais il faut quand même que ça soit des avis motivés, des avis techniques, et non des avis politiciens pour dire oui, ma localité n'a pas ceci, nous devons faire cela comme on le fait à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas cela. Il faut voir comment renforcer les politiques publiques de territorialisation dans ce pays, mais comment faire de sorte que cette disparité spatiale que nous avons au niveau infrastructurel, etc., mais qu'on puisse corriger. Maintenant, là où je suis d'accord avec M. Sow aussi, et je dis à notre ami Mbow que c'est une répartition politicienne aussi qu'on a faite de ces 80 postes. Mais pourquoi? Parce que Dakar, le département de Dakar, qui a 7 élus à l'Assemblée nationale, mais vous lui donnez 3 conseillers aux conseillers, c'est parce que vous aviez pensé à ce que Dakar soit perdu par le pouvoir lors de ces élections des hauts conseillers. Et il faut réduire le maximum possible le nombre de conseillers que Dakar doit avoir. Est-ce que vous pensez que c'est ça une dynamique de développement? Est-ce que c'est ça une vision qui va développer nos territoires? Je ne le pense pas. C'est pourquoi je dis, très honnêtement,
que ce Haut Conseil des collectivités locales, mais est en train d'être géré, est en train d'être mis en place de façon politicienne. Moussa, dans le cas spécifique de Dakar, y a-t-il une volonté de combattre quelqu'un, Khalifa Sall par exemple? Oui, je vais quand même rappeler un peu les raisons pour lesquelles nous sommes dans ces élections-là. Et mon ami M. Kébé l'a dit. C'est le jeu démocratique. Nous avons voté non au référendum, mais vous savez, c'était ça le piège aussi. Il y avait 15 points sur lesquels il fallait se prononcer. La substance des réformes, c'était d'abord le respect de l'engagement du président de la République de réduire son mandat de 5 ans. Et c'est pour ça que nous avons dit non. Nous ne pouvions pas rejeter le Haut Conseil parce que c'était aussi une revendication des assises nationales, qui devait s'appeler haute autorité. Ce n'était pas un conseil, c'était une haute autorité avec toutes les prérogatives qui doivent être reconnues à une autorité. Malheureusement, ça a été dévoyé. Donc ça, c'est le rappel. La deuxième chose, Tahaou Dakar a reçu un mandat des Sénégalais, des Dakarois. Aujourd'hui, une institution est créée pour être le cadre d'échange, de dialogue des territoires. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un mandat de Dakar, la plus grande ville du Sénégal, en termes de moyens techniques, financiers, économiques et de tout ce que social, et ne pas y participer. N'en déplaise à monsieur... Oui, il dit que Dakar est trop privilégié. Mais ce n'est pas Dakar qui est trop privilégié, c'est une conséquence de la dimension de Dakar. Ce n'est pas une cause. Il faut quand même qu'on soit clair sur cette question-là. Si aujourd'hui vous voulez ramener Dakar à une portion congrue, mais vous allez avoir énormément de problèmes, M. Mbow. Dakar reste la capitale du Sénégal. Dakar reste la plus grande ville du Sénégal en termes de moyens techniques, financiers, économiques et sociaux. Il faut donc respecter les Sénégalais. Le choix des Sénégalais, c'était d'élire, en tout cas des Dakarois, c'était d'élire des députés, des conseils municipaux, départementaux de Tahaou Dakar. Il faut respecter l'intelligence des Sénégalais et leur laisser le choix de ceux qui vont les représenter au niveau du Haut Conseil des collectivités locales. Mais tout ce que vous faites pour Dakar, c'est dans le sens de le bloquer. Regardez l'acte 3 de la décentralisation. Qu'est-ce qui s'est passé uniquement dans la région de Dakar, en dehors de Rufisque? Il n'y a pas eu de liste départementale. C'est une manière de diviser un peu pour voir, parce que lorsque vous aviez essayé de conquérir Dakar par la force, je rappelle au passage que Monsieur le Président de la République, par l'intermédiaire de Mbaye Ndiaye, avait demandé que Khalifa Sall prenne la carte de l'APR si elle voulait être conduite à la tête de la mairie de Dakar. Et il avait demandé également que toutes les communes du département de Dakar soient occupées par des maires de l'APR. C'est cela qui a créé Tahaou Dakar. Et c'est cela que les Sénégalais et les Dakarois ont accepté. Mais si Macky Sall était un démocrate, comme il le prône, il aurait laissé le soin à ces Dakarois et à ces Sénégalais de manière générale, le soin de choisir les personnes qui allaient les représenter au niveau du Haut Conseil et ne pas s'arroger la moitié. On l'a dit, et c'est ça la vérité. L'histoire ne nous démentira pas. C'est une manière de caler de la clientèle politique. Maintenant, et je rajoute que de ce point de vue-là, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que Macky Sall est un champion de la décentralisation. Comment pouvez-vous faire dire que vous êtes un champion de la décentralisation alors que vous avez transféré à travers l'acte 3 des charges sans donner de ressources aux communes? Vous avez bloqué un emprunt obligatoire de 20 milliards qui avait reçu la garantie du Congrès américain. Le Congrès américain, c'est du sérieux. Quand le Congrès américain garantit 50% de cet emprunt, un emprunt pour lequel vous avez déjà donné votre avis de non-objection à 3 reprises et que vous vous réveillez un beau matin et vous l'enlevez. Aujourd'hui, le ministre des Finances a donné des instructions fermes pour que toutes les opérations financières de pavage ne soient pas payées. Aujourd'hui, vous prenez les communes qui sont gérées par Tahaou Dakar, tous les projets sont bloqués. Mais vous les bloquez contre qui? Ce n'est pas contre Khalifa Sall, c'est contre les Sénégalais, les jeunes Sénégalais qui sont à la recherche d'emploi. Pas plus tard qu'il y a une semaine, on nous a fait part, malheureusement, du décès de 9 Sénégalais au niveau près des côtes marocaines. Mais si ces projets avaient vu le jour, peut-être que ces Sénégalais n'auraient pas éprouvé le besoin d'aller rejoindre. Je voudrais terminer juste sur un point, parce que M. Mbow l'a dit, sur à l'école et les pavages. M. Mbow peut-être fait partie des privilégiés parce qu'il prend du lait tous les jours, ses enfants aussi. Mais croyez-moi, les enfants, on a remarqué, des enfants qui sont dans les écoles publiques, ils sont tous présents le jour où on fait la distribution du lait à l'école. Parce que c'est les seuls moments qu'ils ont pour boire du lait.
Donc je voudrais quand même que de ce point de vue-là, que vous soyez un peu plus humble pour respecter ces gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter du lait tous les jours et qui les ont aujourd'hui à la ville de Dakar. Et voilà, justement, concernant la ville de Dakar, pourquoi And Taxawu Dakar a refusé de faire liste commune avec Benno Bokk Yakaar? Oui, ça aussi c'est une histoire. Vous savez, Taxawu Dakar a une histoire et je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et cette histoire-là, j'ai convoqué Alioune Ndoye, le maire de Dakar. Les propos d'Alioune Ndoye, le maire de Dakar, en février 2016. Il a rappelé lui-même, c'est une vidéo que tout le monde peut lire, peut regarder à travers YouTube. Vous tapez Alioune Ndoye, c'est février 2016, et vous avez cette vidéo sur 27 minutes, qui rappelait justement ce que je venais de vous dire. L'injonction de Macky Sall à travers Mbaye Ndiaye pour que Khalifa Sall soit près de la carte de l'APR s'il voulait être conduit. L'injonction du président Macky Sall à travers Mbaye Ndiaye pour que toutes les communes de la ville de Dakar soient occupées par des gens de l'APR. C'est de là qu'est né Taxawu Dakar, qui est un front de refus. Taxawu Dakar est un front de refus contre la dictature, contre la boulimie du pouvoir de l'APR. Et le résultat, on le connaît, c'est la razzia aux élections locales, emportant avec elle le Premier ministre de l'époque. N'est-ce pas? En 2016, pour les élections locales, les élections des hauts conseils, Taxawu Dakar a grandi, s'est élargi à d'autres partenaires. Les libéraux, à travers le PDS et Bokk Gis Gis, pour le And Taxawu Dakar, et les gens, le Benno Bokk Yakaar, voulaient nous rejoindre. Je dois dire à ce niveau-là qu'une précision de détail, on a voulu imputer la responsabilité de la convocation, de l'invitation, j'allais dire, du ministre Diouf Sarr à cette réunion. Mais ça aussi, c'était un coup monté parmi les maires, l'un des maires de Taxawu Dakar, élu sur liste de Taxawu Dakar, qui a par la suite rejoint. Khalifa Sall a tellement de courtoisie qu'il ne peut pas refuser cela. On a dit, OK, ça peut être une bonne chose pour que pour une première fois au Sénégal et même dans l'Afrique, que des partis d'opposition et du pouvoir se réunissent pour aller ensemble vers une élection. On a salué cette initiative-là. Mais quand vous venez en négociation, vous dites des choses, vous sortez des choses maladroites. Monsieur Diouf Sarr a dit deux choses. Il dit, je viens pour qu'on fasse une union sacrée. Mais je ne ferai rien du tout pour renforcer Taxawu Dakar. Première chose, première erreur. Deuxième erreur, il dit, je ne porterai pas le maillot de Taxawu Dakar. Attendez, si on parle de match, première mi-temps, les élections locales, nous les avons battus par 16-1. 16, puisque j'ai inclus la commune de la ville de Dakar, qui a aussi rang de commune. 16-1, vous voulez qu'en deuxième mi-temps, que nous nous dépouillons de Taxawu Dakar, qui est aujourd'hui une identité. Parce que vous allez dans les communes, dans les conseils municipaux de Taxawu Dakar, vous ne pouvez pas faire la distinction entre tel conseil municipal appartenant à tel ou tel parti. Nous sommes tous de Taxawu Dakar. Et vous voulez que nous nous dépouillions de notre identité et vous insistez, il n'y a pas d'autres propositions. Ils ont dit c'est le Benno, sinon rien du tout. Nous avons même fait évoluer le And pour que ce soit un Andando. Dans la sonance-résonance de Andando, vous avez le Benno quelque part. Ils ont refusé cela. Nous avons dit ces gens-là ne sont pas venus pour l'unité. Ils voulaient justement avoir gagné la bataille de la communication pendant la campagne et après. Et nous allions avoir des problèmes pour expliquer aux Sénégalais qui avaient fait un choix très clair de Taxawu Dakar, pourquoi on est arrivé à intégrer un Benno qui était en face de nous, pourquoi nous avons intégré un Benno qui a passé 2 ans à nous mettre les bâtons dans les roues. Au lendemain de la victoire de Taxawu Dakar, le président de la République a fait un remaniement pour créer le ministère du cadre de vie. C'était juste une réponse un peu au président de Dakar. On n'a jamais vu un ministère créé pour gérer juste un département. Et les gens de la paix ont dit que tout ce que la ville de Dakar fera, ils y mettront un frein. Donc, oui, Malick, après avoir observé cette contradiction entre les partis qui ont décidé de participer à cette élection, est-ce que cela vous conforte dans votre posture d'un parti qui a boycotté l'élection? Bon, c'est juste que sur le principe du Haut Conseil des collectivités territoriales, la grande difficulté que nous avons, c'est la consécration de l'acte 3 de la décentralisation. Et pour revenir un peu au sujet sur cette institution,
à qui on dit que c'est l'aboutissement de l'acte droit de la décentralisation, mais ce n'est pas ce que Macky Sall nous avait promis. Macky Sall nous avait promis dans le cadre de l'acte droit de la décentralisation de renforcer les moyens des communes et des départements. Moi, je suis membre du conseil départemental de Kaolack. Nous avons un budget d'un peu moins de 500 millions, avec des dépenses de fonctionnement de presque 90%. Donc les dépenses d'investissement, c'est un peu moins de 30 millions. Il y a les conseils à prendre en charge. Moi, je pense qu'avant même d'aller d'institutionnaliser au conseil, il fallait d'abord évaluer une évaluation à mi-parcours. On fait, par exemple, le département de Kaolack, 80 conseillers qui vient, bon, juste pour assister au conseil, pour recevoir les périodiums et partir. Donc, d'abord, les 80 conseillers, c'est trop. Ensuite, il dit que la deuxième étape, c'était les pôles régionaux. On a sauté cette étape parce qu'il y a l'élection législative qui s'approche. On saute l'étape des pôles régionaux pour aller au conseil des collectivités territoriales. Donc, cela revient à dire, comme l'a affirmé les aînés Bassirou et Sow, que c'est une clientèle politique à caser. Et la réalité, c'est ça. Parce que Macky Sall, son problème, c'est quoi? Il a cette boulimie du pouvoir et ensuite, il s'empresse d'avoir un second mandat. Mais quelqu'un comme Macky Sall ne devait pas raisonner comme ça. Parce que c'est quelqu'un quand même qui, à un moment donné, a pensé subir une injustice et qui est allé auprès des populations et que ces dernières ont voté pour lui. Le principe auquel il ne devait pas se dévier, c'est l'axe du peuple. Il ne devait pas faire de jeu de Machiavel, écraser Khalifa Sall, écraser le PDS, écraser Idrissa Seck. Ce n'était pas son rôle. Par exemple, à Dakar, il demande à ses militants de ne pas déposer une liste à Dakar. C'est une démarche machiavélique pour amener les gens pour diviser la coalition de Khalifa Sall. Parce que s'il avait présenté une liste à Dakar, mais la coalition Taxawu Dakar allait faire bloc. Mais comme il a, parmi les 150, il a 70 postes à donner, mais il demande à ces éléments de ne pas se présenter. Et maintenant, il va choisir parmi ces gens-là qui devaient postuler sur le quota. C'est-à-dire que, encore une fois, entre politiques, entre citoyens, entre patriotes, entre républicains, comme ils le disent, nous devons avoir un axe que nous devons, dans aucun cas, nous dévier, c'est l'axe du peuple. C'est la prise en compte des préoccupations des Sénégalais. Et c'est ça notre credo, nous, à Rewmi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que tel a tort, tel n'a pas tort. Le principe, c'est quoi? Est-ce que le Haut Conseil répond est une préoccupation des Sénégalais? Non. On a demandé à gommer le Sénat. Qu'est-ce que le président avait dit sur les inondations? Il a dit qu'il y a des inondations, on devait supprimer le Sénat. Et le Sénat avait une utilité démocratique. Il faut le dire. Le Sénat permettait une deuxième lecture de l'Assemblée. C'est une institution de sages qui éclairait, après la lecture des politiques, avait une lecture lucide des projets de loi et des propositions de loi qui étaient soumis au Sénat. Il a supprimé ça parce qu'il y avait les inondations. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inondation. Si, il y a un peu partout, à Kaffrine, à Dakar, dans la banlieue, à Kaolack même, où j'habite. Donc, il institue au Conseil des collectivités territoriales. Vraiment, c'est de la farce politique. Macky Sall, tout ce qui l'intéresse dans ce pays, ce n'est pas développer le Sénégal. Le PSE, il parle au Conseil, il va donner des avis. Mais lui, il n'a pas besoin d'avis. L'acte 3, il a demandé l'avis de qui? Personne. Le PSE, il a demandé l'avis de qui? Mais l'avis de personne. Il gouverne seul, il se trompe seul, il décide seul, il se trompe seul. Donc le problème, c'est que, encore une fois, nous devons nous consacrer à l'essentiel. Ce pays-là, il le dit, que tout ne va pas bien, très bien, mais ça va continuer encore à être mal gouverné. Parce que ceux qui nous dirigent, mais toutes les missions qu'il vient de dire là, mais ce sont des missions qui sont confiées à des ministères, qui ont des conseils techniques. Il y a un budget dans les ministères. Donc les ministres appliquent les avis, la politique définie par le président de la République. Le président, il est entouré de conseils. Donc on amène un conseil économique, social et environnemental qu'on dise qu'il conseille le gouvernement. Il donne des rapports. Vous-même, vous l'avez dit, les rapports. Mais où sont les rapports? En réalité, on ne les trouve pas. Le peuple ne sent pas l'impact du Haut Conseil, le Conseil économique, social et environnemental. Il ne sentira pas également l'impact du Haut Conseil des territoires. Il y a également le Haut Conseil des territoires donné à Djiboka, qui est également un nouveau allié. Mais il y a vraiment beaucoup d'institutions qui amènent les gens même à ne plus comprendre les institutions. Nous devons revenir à la raison
revenir au principe républicain, au principe de la République, considérer les institutions essentielles pour la démocratie, l'Assemblée nationale, et nous consacrer au développement de ces pays. Ce pays-là, de fils et de filles au niveau du Sénégal et à l'étranger qui peut développer. Il y a beaucoup de Sénégalais à l'étranger qui développent d'autres pays. On devait, cet esprit-là, on devait en profiter. Mais qu'est-ce que nous faisons à longueur de journée? Bon, un RBC est là, on doit le battre. Khalifa est là, on doit le battre. On doit le combattre avec les moyens du Parti socialiste. Voilà. Justement, je vais embrayer sur ça, d'ailleurs, Elhadj Ibrahim Mbaw. Est-ce que le problème entre Benno Bokk Yakaar et Khalifa Sall ne dépasse pas la simple question d'une dénomination de liste? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté manifeste d'écraser, disons-le carrément, un adversaire politique? Non, très honnêtement, d'abord, moi je suis très étonné qu'on parle d'institutions et vous me parlez de Khalifa, de Tanor, etc. Oui, parce qu'il y a je respecte beaucoup, le cas spécifique de Dakar. Oui, mais attendez, je pense quand même qu'une institution, elle est faite pour pérenniser, c'est pas une question de personne. Moi j'ai entendu mon frère Moussa tout à l'heure dire des choses pas tout à fait exactes. Il me le permettra de redresser. À l'école, j'ai commencé par dire, c'est bien. Seulement, ça ne suffisait pas par rapport au pavé. Maintenant, les questions de personnes. J'ai entendu le président Ousmane Tanor Dieng, j'ai entendu Khalifa Sall, j'ai entendu Djiboka, etc. Moi, je pense, bon, j'en connais certains assez bien, d'autres moins. Je peux juste parler un peu du président Ousmane Tanor Dieng. Moi, j'ai combattu le Parti socialiste de toutes mes forces. Tout le temps. En étant étudiant, en étant cadre, goureux, travailleur, respectueux, patriote. Je veux dire, quand on a un homme d'expérience comme ça, je pense que c'est important aussi, j'allais dire, d'utiliser son expérience et sa capitalisation. Des hommes comme ça, des éminents patriotes, je pense qu'il faut les respecter. Tout comme Khalifa Sall, d'ailleurs, que je connais moins bien. Mais je dis aujourd'hui, vous êtes en train de faire une promotion comme si vous étiez en train de vendre, excusez-moi, je ne dirais pas si du marketing, mais oui, mais attendez, le résultat du référendum... Vous l'avez jamais entendu parler et vous ne l'entendrez pas parler. Moussa, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure, parce que Bassirou m'a fait la réflexion et je me suis gardé un peu de vous interrompre, même si je n'étais pas d'accord avec ce que vous disiez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le référendum a été très très clair. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire le marketing d'une personne. Le Sénégal a besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'unir nos forces et de réfléchir. Moi, ce que vous dites sur, on lui a demandé de prendre la carte de la paix. Moi, je ne suis pas membre de la paix. Donc, à la limite, un, ça ne me concerne pas. Deux, je ne suis pas au courant. Et ça fait partie un peu c'est de la petite tambouille. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons des problèmes essentiels en matière de décentralisation. Ces problèmes-là, nous devons réfléchir ensemble, les corriger ensemble. Maintenant, le président Macky Sall, attendez. Mais attendez, laissez-moi juste développer là-dessus. Il y a apparemment j'allais dire, ils n'ont pas été d'accord par rapport aux personnes, par rapport au projet. Il l'a expliqué lui-même. Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas raconter des histoires. Je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Je parle du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le président Macky Sall, il l'a proposé dans le Yonou Yokouté déjà. Vous avez parlé du plan Sénégal émergent, salué par tout le monde, copié par d'autres pays, qui est aujourd'hui une réussite. Regardez un peu les performances dans le domaine de l'agroalimentaire. Regardez les performances économiques. C'est salué de partout. Les bailleurs viennent. Nous sommes soutenus aujourd'hui au niveau économique. L'agriculture est en train de marcher. Je ne parle pas de l'agriculture, je parle de l'agroalimentaire. L'élevage, la pêche, l'éducation avec ses crises est réglée. L'énergie. Ah oui, mais attendez. Nous sommes aujourd'hui, vous avez entendu, 300 000 tonnes de riz, on ne trouve pas preneur. C'est une performance économique. 300 000 tonnes de riz, c'est une performance. Regardez un tout petit peu, il y a eu quelques problèmes avec de l'énergie. Mais globalement, sur la période de 6 mois, vous avez quand même vu qu'il y a eu quand même beaucoup de bonnes solutions. Mais moi, je veux juste qu'on évite quand même ces questions de personnes et pour revenir un peu sur l'institution elle-même. Vous savez, le référendum a tranché. Moi, quand j'entends mon jeune frère dire que oui, nous boycottons, mais attendez, vous boycottez quoi? Une décision du peuple sénégalais qui a voulu de ce Haut Conseil des collectivités territoriales. Vous dites souvent local d'ailleurs, Bassirou. C'est territorial, parce qu'il faut quand même qu'on relise un peu le décret, puisque vous l'avez lu, c'est collectivité territoriale. J'aime beaucoup. Ne me coupez pas, la leçon a été bien entendue. La leçon a été bien entendue, donc respectez votre propre leçon. Mais je disais donc que c'est pas... Boycotter, c'est anti-républicain. Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est pour ça que je salue un peu ce débat, nous devons discuter, effectivement, avec passion, avec détermination, mais aussi avec un patriotisme. Et ces élections-là,
ce n'est pas des élections pour préparer les législatives. Ce ne sont pas des élections pour préparer les présidentielles. Ce sont des élections pour trouver des solutions à nos territoires. Vous avez parlé un peu de la Commission nationale de dialogue des territoires, confiée au ministre Djiboka, ministre d'État Djiboka. Mais c'est extraordinaire. Voilà un bras technique, une commission, je pense composée de 14 personnes, qui va gérer l'intercommunalité, qui va mobiliser les communes. Nous ne connaissons pas nos territoires, vous le savez très bien. Interrogez les jeunes des collèges, interrogez les jeunes des lycées, les Sénégalais, nos compatriotes, nous tous, nous ne connaissons pas nos territoires. Ça va être réglé. L'intercommunalité va être une force. Mais le Conseil général existe en France. Le Ghana est en train de le réussir. La Malaisie, entre Dior et Singapour, l'a réussi. Je pense qu'il y a des bons modèles. Les donateurs du président Macky Sall disent de lui qu'il est né après les indépendances. Il confie l'Assemblée nationale à Moustapha Niasse, le Haut Conseil des collectivités territoriales à Ousmane Tanor Dieng et l'autre à Djibo Leyti Ka. Oui, mais attendez. Finalement, que signifie le fait d'être né après les indépendances? Vous savez, le président Macky Sall, quand même, d'abord, tout le monde apprécie ses résultats en termes de performance sur le plan économique. Chaque fois d'ailleurs, on l'attaque lui, sa personne, un tout petit peu sa famille, mais jamais ces questions de fond sur sa politique. C'est un ingénieur rigoureux, scientifique, patriote, très humble, très ouvert. Quelqu'un a dit, l'acte 3, il n'a consulté personne. Mais il n'a pas suivi les textes. Il y a eu une commission, c'était à l'époque le professeur Madiofal qui dirigeait ça. Les préfets étaient là, les élus étaient là, la société civile. Ils ont fait des réunions. Moi, j'ai eu des membres de mon parti qui étaient dedans, qui ont fait des consultations. Vous avez parlé de la haute autorité tout à l'heure aussi. La haute autorité, c'était le nom des assises. Mais attendez, quand on a un référendum, c'est quand même bien au-dessus des assises nationales. Et pourquoi la haute autorité? Non, dans le projet de référendum, c'était le Haut Conseil des collectivités qui a été voté et acté. Moi, je pense quand même qu'il faut respecter la République et respecter la démocratie. Nous avons besoin d'avancer sur ces questions-là. Je suis d'accord, nous produisons peut-être trop de textes et pas assez d'applications. Mais pourquoi? Parce qu'au lieu de parler des institutions, des textes, vous faites de la promotion de personnes. Et d'ailleurs, vous êtes aujourd'hui en train de positionner Khalifa. Honnêtement, je suis presque gêné de parler de lui. Mais puisque vous m'obligez, mais qu'est-ce qu'il représente vraiment? C'est qui? Il n'est pas chef de parti. Il n'est pas chef de parti. Il dirige une ville avec ses difficultés. Il a peut-être une expérience qu'il faut, parce que quand il était au Parti socialiste aussi, il y a eu tellement d'échecs. Je pense qu'il a appris de ces échecs. La réussite de Dakar, parlons-en. 2009, vous avez gagné les élections locales. Qu'est-ce que vous avez fait de 2009 à 2016? C'est très bien, je le répète. Les pavés, c'est bien. Je le répète aussi, c'est bien. Je dis c'est très insuffisant par rapport à ce qu'on attend d'une ville comme Dakar. Mais aujourd'hui, depuis 2009, qu'est-ce qu'il attend? À quelques mois d'une élection, demander des budgets. Dakar est très endetté. Et le conflit que vous avez avec l'administration, ça c'est autre chose. Le niveau d'endettement de Dakar est là. Et puis il y a aussi... Mais allez-y sur les chiffres. Allez-y sur les chiffres. Il ne faut pas donner des affirmations gratuites comme ça. Vous ne pouvez pas dire Dakar est endetté sans donner des chiffres. Moi je vous défie sur ça. Aujourd'hui, Dakar ne peut pas être endetté. Vous savez pourquoi? Parce que l'acte 3 a transféré la plupart des charges de Dakar vers les communes. Ça veut dire que dans son bilan, aujourd'hui, Dakar ne peut être que positif. Les charges de fonctionnement aujourd'hui ne dépassent pas les 20%. Vous savez... Alors, je termine sur ce point, juste quand même une parenthèse, c'est quand même important. Dakar a initié un emprunt obligataire sur 3 ans, a fait l'objet d'audits de cabinets internationaux avec des notations parmi les meilleures notations. Cet emprunt a été garanti par le Congrès américain pour 10 milliards. C'est du sérieux. Le Congrès américain ne donne pas sa signature sur des choses qui ne le sont pas du tout. Ce n'est pas possible. Le problème de la ville de Dakar, ce n'est pas un problème d'endettement, ce n'est pas un problème de solvabilité. Je vais vous dire, sur le budget de 45 milliards... Votre parenthèse oui, mais c'est important. C'est important, parce que vous ne me donnez pas de chiffres. C'est dangereux, c'est quand même des affirmations gratuites que de dire que Dakar est endetté sans donner de chiffres. Moi, je vous en donne. Je vous dis que sur le budget de 43 milliards ou 45 milliards, on fait un recouvrement entre 25 et 30 milliards. Et encore, nous ne maîtrisons pas le service de recouvrement parce qu'il dépend du ministère des Finances. Quel est votre taux d'endettement? Dites-le. Alors, donnez un chiffre. Non, je vous donne juste des éléments. Non, je veux le taux d'endettement, c'est ça la question. Non, écoutez, moi je vous donne des éléments clairs, précis. Je reprends la parole, vous allez parler ensuite. Moi, je veux juste parler un peu du problème de Dakar. Vous avez dit, je ne suis pas la municipalité de Dakar, mais c'est le ministère qui a dit. Pourquoi on a refusé l'emprunt? Parce que Dakar est très endetté. L'autre problème, ce sont les charges de fonctionnement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut inverser la tendance. Et c'est ça aussi le nouveau modèle de gouvernance. Chaque fois, au niveau des collectivités ou même au niveau de l'État, l'ensemble du budget sert à fonctionner. Quand est-ce qu'on va investir? Non, on a besoin d'emplois. Vous n'avez pas réussi au niveau économique. Vous n'avez pas réussi au niveau de l'assainissement. Vous n'avez pas réussi... Vous aussi voulez une parenthèse? Le ministre des Finances a donné son avis. Je ne parle pas du Congrès. Je parle cette fois-ci dans le processus d'acceptation de l'emprunt. Le ministre des Finances
a donné son avis de non-objection à 3 reprises. Ça veut dire qu'il est d'accord pour dire avec les cabinets que la ville de Dakar a des comptes qui sont sains. La ville de Dakar est solvable. La ville de Dakar fait des marchés, des procédures de massation de marché qui sont transparentes. Ça, je vous dis, c'est des ministres des Finances lui-même. Alors, arrêtez de nous dire des choses. On ne va pas laisser Dakar s'endetter sur plusieurs années, alors que vous avez peut-être... Vous le reprochez tout à l'heure. C'est quelque chose qui est arrivé au moment... La faiblesse de Dakar, ce sont les charges de fonctionnement. L'autre élément aussi, moi je vous soupçonne de préparer une cagnotte de campagne. On ne peut pas, depuis 2009, que vous êtes à la tête de la... C'est vous qui préparez une cagnotte de campagne. Depuis 2009, vous êtes à la tête de la municipalité. Vous avez déclaré avoir dépensé 3 milliards pour la campagne référendum, alors que vous êtes à 9 milliards. Vous perdez. Je vais développer. Ce que vous insinuez, c'est très grave. Je vais développer. Monsieur, je vais vous dire une chose. Depuis 2009, vous êtes à la tête de la ville de Dakar. Depuis 2009. Vous attendez quelques mois des élections, etc., pour demander de l'argent. Pourquoi faire? L'autre élément aussi, vos budgets de fonctionnement sont très élevés. Moi, je pense que vous devrez éviter de vous victimiser, de vous singulariser. Ils ont diminué. Vous savez, et puis en plus, autre chose aussi, le Sénégal, ce n'est pas que le Dakar. budget de fonctionnement est passé il est passé de 40% vous ne m'avez pas 18%. répondu. Vous m'avez reproché de ne pas donner de chiffres. Vous qui travaillez là-dedans, je vous donne juste mandataire, vous êtes incapable de me donner le niveau d'endettement. Dites-le et son évolution. Je vous donne juste Édifiez les Sénégalais, monsieur Sow. Je vous donne juste un cas. Édifiez les Sénégalais sur le niveau d'endettement. Vous prenez le personnel. Le personnel, c'est pas important ce que vous dites. Ce qui est important, c'est que je vous donne les raisons pour lesquelles les charges ont diminué. Si vous voyez l'évolution du niveau d'endettement, vous comprendrez aujourd'hui, M. Pierre-Edouard, ça n'a pas de sens. Les personnels qui dépendaient de la ville de Dakar, qui étaient pris en charge par la ville de Dakar et qui travaillent dans les centres de santé comme Gaspard Camara, ont été reversés à ces communes. Mais c'est quand même très simple. On n'a pas besoin de faire des schémas extraordinaires pour comprendre qu'à partir de ce moment-là, mais attendez, je vous dis des choses très simples. Ah non, je vous ai demandé le niveau d'endettement, vous ne voulez pas me le dire. Pourquoi vous insistez sur ce point? Moi, je vous donne des choses, je vous donne des éléments beaucoup plus importants, mais vous voulez l'écouter. Je vous ai dit que les charges de personnel sont passées de 40 à 18% aujourd'hui de fonctionnement. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart, les 3/4 des agents qui dépendaient de la ville de Dakar sont aujourd'hui reversés dans les communes à partir de l'acte 3. Je répète, mais ça, c'est une question évidente. Vous pouvez comprendre du de là que les charges ont diminué. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les détails de ce point-là. Je n'ai pas exactement cette notion parce que je ne suis pas dans la comptabilité. Mais je vous donne ces éléments de réflexion sur lesquels vous pouvez, en tout bon sens, comprendre que les charges ont diminué. Aujourd'hui, la ville de Dakar a une capacité d'autofinancement très importante. Le PDS aujourd'hui, je ne vous crois pas. Si vous voulez, la décision de solvabiliser avec Dakar ici à Dakar. Nous n'avons jamais eu ces accords. Bassirou va répondre à la question. Oui, merci beaucoup, Pierre. Je crois que il y a des choses qu'on doit éviter de montrer aux Sénégalais. Parce que les Sénégalais, des fois, ont l'impression que les hommes politiques n'ont pas un certain bagage intellectuel à cause de certaines choses que nous disons. Et je pense qu'il faut... Ce débat est très sérieux, c'est un débat technique, à mon humble avis. Il s'agit d'une institution de la République, mais comme aime le dire M. Mbaou, mais qui donnera un avis sur les politiques, sur la territorialisation de nos politiques publiques. Et ça, c'est le décret qui le dit. Je pense qu'il faut qu'on y aille de façon sérieuse. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème qui se pose avec ça, c'est que quand vous dites que l'opposition n'a jamais attaqué Macky Sall sur ses politiques publiques, mais c'est archi faux. Mais nous tous, nous disons que la gestion sobre et vertueuse, mais est un vain mot, sont de vains mots, excusez-moi. Mais c'est des 20 mots que nous avons parce que ça n'existe plus. Le président vous invite à un débat économique. Oui, mais écoutez, le débat économique, si vous voulez, Pierre, organiser un débat économique et nous viendrons avec des statistiques, des chiffres bien clairs sur tous les aspects de la vie socio-économique du pays. Nous sommes prêts et nous défions nos amis de la majorité présidentielle à venir pour qu'on leur démontre carrément que ce plan Sénégal émergent, c'est une mascarade. Mais je suis désolé, mais il n'y a rien de positif dans ce qu'ils sont en train de faire. Faites un meeting sur le plateau. Autre chose, c'est que les questions de gouvernance, les questions de démocratie, les questions de violation des droits humains, mais on ne peut pas développer un pays sans tenir compte de ces questions. Mais l'affaire Aïda Ndiongo est là. Aïda Ndiongo, mais on a
je peux dire que ce sont ces 20 milliards qu'on a bouffés qu'on veut justifier. Mais en utilisant la justice 1. L'affaire de Ousmane Sonko est là. Mais comment un président et un régime qui se dit transparent va-t-il accepter de sanctionner quelqu'un qui dénonce des pratiques mafieuses dans un système, etc. C'est une parenthèse. Pourquoi le PDS a décidé de s'allier avec Taxawu Voilà, Dakar? donc je ferme cette parenthèse. Excusez-moi, Edouard. C'était pour répondre un peu à monsieur qui disait qu'on n'attaque pas le régime sur ces questions-là. Nous en avons beaucoup d'ailleurs. Pourquoi nous nous sommes alliés avec Taxawu Dakar? Vous savez, nous sommes présents avec la coalition alternative patriotique, avec le Bokk Gis Gis, dans 41 départements. Nous sommes dans 3 départements en coalition avec d'autres, dont Dakar. Parce que tout simplement, Taxawu Dakar est majoritaire à Dakar, mais nous avons accepté d'aller nous allier avec Taxawu Dakar pour pouvoir, en tout cas, participer effectivement à cette territorialisation des politiques, comme il aime à le dire, en donnant nos avis. On va soutenir Taxawu Dakar. On se soutient mutuellement parce que nous sommes minoritaires ici à Dakar et nous le reconnaissons. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés avec Taxawu Dakar. Parce que nous ne pouvions pas avoir une liste qui pourrait concurrencer celle de Taxawu Dakar. C'est de la réelle politique. Mais dans les autres zones, vous verrez que c'est des coalitions que nous avons. Vos jambes sont faibles. Vous avez besoin de Mais non, à Dakar, nous sommes faibles, nous le reconnaissons. C'est au Sénégal. Mais non, tout le Sénégal. Mais vous savez, on verra. Ah oui, mais c'est évident. On a déjà vu le président. Le référendum, c'est pas ça un baromètre. Le président est le premier à reconnaître qu'il est faible à Dakar parce qu'il a donné comme instruction à ses camarades de parti de ne pas faire de liste à Dakar, comme il leur a demandé de ne pas faire de liste à Ziguinchor. Parce que Malik, qu'est-ce qui va changer dans le vécu quotidien des Sénégalais au lendemain de cette élection du Haut Conseil? Absolument rien du tout. Vous savez, parce que le Haut Conseil là est inutile. Oui, le débat est laissé. C'est inutile. Par exemple, la désignation des membres. Quel est le profil des gens qui seront désignés? Il n'y en a pas. Ce n'est pas défini ni par le décret, ni par la loi organique, ni par le décret. C'est-à-dire que tout le monde peut se présenter pour être membre du Haut Conseil. Donc, et venir donner un avis farfelu qui ne sera pas pris en compte par un président de la République qui, dans ses prises de décision, c'est des décisions unilatérales. La réalité, c'est ça. Parce que si c'était vraiment sérieux, on allait devenir un profil, on allait présenter un certain nombre de critères qui incarnent le profil du futur membre du Haut Conseil. Il n'y en a pas. Donc c'est un peu comme les députés, celui qui a le plus de voix, qui passe et qui vient, bon, s'il a envie de dormir, il dort, s'il a envie d'applaudir, il applaudit. Il n'y a pas de critères, ce n'est pas défini ni par la loi organique, ni par le décret. Il n'y en a pas. Ça veut dire que le Haut Conseil, encore une fois, c'est une institution pour la galerie, qui vient, comme le Haut Conseil, comme le Conseil économique, social et environnemental, caser une clientèle politique, qui va avoir un budget de 8 à 10 milliards de francs CFA, mais qui pouvait servir à régler le problème des étudiants qui sont tout le temps en grève. L'élection va coûter 70 millions. Non, l'élection va coûter 70 millions, mais l'institution va coûter 10 milliards fois 5. Ça fait 50 milliards. 50 milliards pouvaient construire les axes routiers au niveau de l'intérieur. Par exemple, on parle d'acte 3 de la décentralisation, mais où il n'y a pas de transfert de moyens. Ces 50 milliards-là devaient être dans un compte pour des dépenses d'investissement. On choisit les départements les moins défavorisés, on les renforce en capacité et en moyens financiers. 50 milliards-là pouvaient servir. C'était vraiment un acte vraiment très républicain qui permettrait aux communes et aux départements du Sénégal d'avoir des investissements. Il y a des bonnes volontés partout dans le pays, des immigrés qui construisent des centres hospitaliers ou des dispensaires. Mais l'État peine à recruter. Il y a un élément, un parent d'étudiant qui m'a appelé ce soir, vraiment les larmes aux yeux, qui m'a dit son enfant a soutenu sa thèse et jusqu'au moment où il parle, il n'a même pas de stage. Alors que le président nous avait promis 500 000 emplois. Où sont ces 500 000 emplois-là? Ces 50 milliards-là pouvaient servir à aider ces jeunes-là à retrouver de l'emploi. Quand on parle de l'acte 3 de la décentralisation, c'est le transfert de moyens. C'est-à-dire qu'il y a une partie institutionnelle, ça a évolué. Quand on parle de l'acte 3, c'était le transfert de compétences et de moyens. Ils ont transféré des compétences et les moyens n'ont pas suivi. Ouais. Ces milliards-là devaient servir à ça.
Mais pas créer une institution budgétivore, les gens viennent avec des 4x4, avec des costumes, le président vient, il applaudit. Ensuite, c'est déjà promis à peu près à 80% promis à Ousmane Tanor Dieng. Qui est Ousmane Tanor Dieng? C'est l'ego de Moustapha Niasse. Il y a 2 grands partis qui soutiennent Macky Sall dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Quelqu'un est déjà casé. Donc l'institution est une plante pour Ousmane Tanor Dieng, qui a des difficultés de management au niveau de son parti, qui a certainement besoin d'une caisse noire pour gérer quelques éléments. Ça veut dire qu'il est en train de gérer les gens qui ruent au niveau des brancards. Encore une fois, je le répète, et je ne me fatigue pas quand il s'agit de le répéter, nous autres politiques, nous ne sommes pas plus importants que le reste de la population. Si nous demandons aux populations de porter leur mandat, nous devons être honnêtes, se mettre au service des populations et travailler exclusivement dans l'intérêt de ces populations-là. Les Sénégalais sont extrêmement fatigués. On parle de bourse sociale. Mais il faut faire une enquête sur l'octroi des bourses sociales. Politisé. Mais c'est politisé. On parle des vacances citoyennes. Des vacances citoyennes. Mais c'est des vacances tout sauf citoyennes. On pensait même au temps où le père organisait les vacances citoyennes. Il y avait même des organisations, quand même. C'est du n'importe quoi. Oui. C'est du n'importe quoi. Dans ce pays-là, il faut encore une fois que les gens aient le sens du patriotisme. Il me parle que nous ne devons pas boycotter, il me fait de la morale. Ah non, mais Ibrahima, lui, il ne sait pas que Macky Sall, ce n'est pas celui qui est allé à Fatick pour voter avec 104, qui a fait le forcing pour voter sans carte nationale d'identité. Ce n'est pas lui, Macky Sall, Premier ministre Abdoulaye Wade, qui a interrompu la tournée politique de Feu Serigne Mamour Niasse, attaqué son cortège, blessé ses disciples. Ce n'est pas lui qui fait du n'importe quoi dans ce pays. Oui, mais quand même, oui. Dernier tour de table, si vous permettez. Encore une fois, ayons, s'il vous plaît, encore une fois, ayons le sens de la République. Encore une fois, ayons le sens du patriotisme. Sonko, on le dit, mais c'est quelqu'un qui vient vraiment d'un courage extraordinaire défendre le peuple sénégalais. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Parce qu'on doit la radier. Je vais vous reposer la même question que Malik tout à l'heure. Que va changer dans le vécu quotidien des Sénégalais au lendemain de cette élection du Haut Conseil? Qu'est-ce qui va changer? C'est une adéquation entre les besoins des populations au niveau du territoire et les politiques publiques. Deuxième avantage, c'est que le Conseil va donner un avis précis et pertinent sur le plan national de l'aménagement du territoire, le PNAT. C'est important. Autre chose aussi, l'élu local va être plus crédible, plus efficace. En termes budgétaires, cette fois-ci, les errances passées, la malgouvernance passée en termes de budget, c'est terminé. Cette fois-ci, on va avoir des budgets programmes. En réalité, chaque fois qu'il y a 2, 3, 4 milliards, on saura exactement l'affectation, le suivi et le tableau de bord, ce qu'on n'avait pas. Moi, je pense que d'ailleurs, à les entendre, on parle du Haut Conseil, il me parle de Sonko, l'autre de la dame, je ne me rappelle plus de son nom. C'est moi je ne retiens pas, ce n'est pas des choses très importantes. On parle du Haut Conseil. Vous êtes en train de... Oui, non, mais on parle du Haut Conseil. On ne peut pas parler de personnalité, ça n'a rien à voir. Vous parlez de la justice, lui parle de la malgouvernance, parle du président Macky Sall. C'est qui Macky Sall? C'est celui qui a été élu par 65% des Sénégalais, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, qui a gagné son référendum, qui est en train de transformer le pays, qui est en train d'agir. Alors je vous dis, peut-être pas les résultats. Composé de minorités. Oui, mais attendez. Il a une majorité composée de minorités. Attendez. Et d'ailleurs, je pense que si vous relisez toutes les déclarations, son leader d'ailleurs compris, toutes les déclarations, tous les anciens premiers ministres ont salué la territorialisation. Au niveau des assises, il y a eu un travail qui est fait. On ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas objectivement et politiquement dire que le Haut Conseil, ce n'est pas une bonne institution. Ça n'a pas de sens. Maintenant, Bassirou a fait son meeting, il a fait son meeting, son show un peu, etc. Lui est toujours revenu sur le président Macky Sall. Mais non, moi je dis objectivement, le président a proposé des actions, il agit. Il agit et le Sénégal, il avance. Maintenant le débat sur le Haut Conseil, il a été tranché. Maintenant, souhaitons qu'on ait des bonnes élections, des élus, et une assemblée qui fonctionne. Et que vous dites d'un côté, quel paradoxe, ce n'est pas une bonne chose, c'est de la gabégie, c'est du gaspillage, mais nous y allons quand même, etc. Nous sommes faibles, on n'a pas assez de jambes, on va aller avec Tahaou Dakar. Mais Tahaou Dakar aussi, ses jambes ont été fragilisées lors du référendum. Donc appuyez-vous, vous ne vous appuyez pas sur les solides. Maintenant, pour conclure sur ça, je dis aujourd'hui, objectivement,
les Sénégalais le reconnaissent. Allez à l'intérieur du pays, même au niveau de la capitale. Le président Macky Sall agit, le Sénégal avance, n'en déplaise à certains politiciens du dimanche qui restent à Dakar tout le temps. Bassirou, quel message à l'endroit des conseillers pour cette élection? Est-ce que vous êtes entouré de toutes les garanties de transparence possibles? Oui, mais Pierre-Edouard, je crois que, permettez-moi quand même de clarifier quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons dit que les Sénégalais ont dit oui. Le PDS ne boycotte pas d'élections, ça c'est clair. C'est-à-dire que nous, on a décidé de ne pas boycotter des élections. Nous n'avons pas boycotté le référendum, mais nous avons voté non. Encore une fois. Et ce non a été minorisé, malgré ce que nous en savons. Maintenant, par rapport à notre alliance avec Taxawu Dakar, j'ai dit encore et je le répète que notre liste est moins faible que celle de Taxawu Dakar, est plus faible, excusez-moi. Donc on n'avait pas besoin d'avoir une liste concurrente à celle de Taxawu Dakar. Mais il faut renforcer la coalition entre Taxawu Dakar, mais pour gagner et battre, parce que nous sommes dans l'opposition. Nous ne sommes pas avec ce régime. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, ce que nous devons dire à ces conseillers qui seront élus, pour répondre à votre question, moi je crois que ces conseillers doivent se dire demain que nous ne devons pas avoir une institution qui ne va produire que des rapports de complaisance ou des rapports que l'on dépose sur la table du président de la République sans suite. Il faut également que ces conseillers qui seront élus sachent que il ne s'agit pas de dire que je dois avoir telle infrastructure dans ma zone ou telle autre infrastructure comme on le fait à l'Assemblée nationale, mais il faut que ces conseillers poussent le gouvernement à aller vers un transfert de ressources. Parce qu'il y a le transfert de compétences qui est là depuis très longtemps, c'est pas eux, hein? Ça, c'est depuis les réformes de 96, avec les 9 compétences transférées. Même il n'y a pas de transfert de ressources aux collectivités territoriales. Il faut que ce Haut Conseil pousse pour changer le vécu des quotidiens, le vécu des Sénégalais. Il faut que ce Haut Conseil dise au gouvernement que, attention, voilà ce qu'il faut pour une bonne territorialisation des politiques publiques. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on est là en tant qu'institution de complaisance à applaudir et à recevoir de façon protocolaire un chef de l'État qui va battre campagne. Et il faut aussi dire au chef de l'État, au président de la République, à qui la Constitution donne la possibilité de choisir les 70, de choisir de l'expertise et de ne pas caser une clientèle politique. Les 80 seront issus des formations politiques, des coalitions politiques ou des indépendants, mais les 70 que la loi lui permet de choisir, mais doivent être des conseillers techniques et non pas des conseillers politiciens pour faire gagner le président de la République en 2017 ou en 2019. Voilà ce que nous attendons de ce Haut Conseil des collectivités territoriales. Comme ça, à oui, combien estimez-vous vos chances à oui, Dakar? mais il n'y a même pas de photos. Elles sont réelles, vos chances. Je vous dis, il n'y a pas de photos. Ils sont en train de faire dans l'achat de conscience. Ils sont en train de faire dans la menace, dans le ton combinatoire. Mais ça ne marchera pas. Vous savez, sur les 1035 conseillers municipaux et départementaux à Dakar, les 800 sont contrôlés par Taxawu Dakar. Donc, je ne vois pas par quel moyen ils vont y faire. Et nous sommes très vigilants sur le fichier électoral. Nous attendons de le recevoir pour faire nos tests de cohérence et agir en fonction de ça. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont déjà commencé, et nous en avons des preuves pour les achats de conscience. Montrez-les. Mais écoutez, ça ne marchera pas. Ça ne servira à rien du tout. C'est trop facile. Khalifa Sall, c'est un produit comestible parce qu'il est déjà dans le cœur des Sénégalais. Vous parlez du référendum. Vous n'avez jamais vu Taxawu Dakar se réunir pour les référendums. Vous ne le verrez pas. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de... C'est des personnalités indépendantes qui ont décidé de dire non sur une question qui était la substance des réformes. C'est le reniement de l'engagement pris par Macky Sall. Ce n'est rien d'autre. Vous avez raison de dire que Macky Sall utilise les institutions de la République pour combattre ses adversaires politiques. J'en veux pour preuve l'acte 3. La manière dont l'élection au niveau du département de Dakar
de Pékin et de Guédiawaye a été organisé montre à suffisance que ce régime voulait faire dans la dislocation pour, comme on dit, diviser pour mieux gagner. Malheureusement, on a apporté la réponse adéquate qui était Tahaou Dakar. Vous avez vu l'emploi migratoire, je ne reviendrai pas sur l'emploi migratoire. Quoi qu'on puisse dire, moi je dis à partir du moment où vous avez des audits faits par des cabinets internationaux, Moody's, vous avez des avis de non-objection, 3 à 3 reprises du ministre des Finances de la République du Sénégal. Vous avez une garantie du Congrès américain pour la moitié de ce prêt. Vous n'avez plus besoin de gage de sécurité, de fiabilité, de solvabilité. Malgré cela, c'est la veille du lancement de l'emprunt obligataire que ce blocage a eu lieu. L'entente Kadaka, c'est la première fois dans le monde. Première fois dans le monde que l'on voit un État s'accaparer de la gestion des ordures. Mais les pavages, aujourd'hui vous allez au niveau des payeurs, ils ne payent plus des factures de pavage. Les projets qui sont mis en œuvre, qui doivent être mis en œuvre dans les communes gérées par Tahaou Dakar, sont bloqués. Mais tout ça, c'est fait à dessein contre une personne, que vous le vouliez ou non. Macky Sall utilise les institutions de la République pour combattre le truc. Maintenant, moi je dis une chose. Beaucoup de maires aujourd'hui, beaucoup de maires qui ont été élus sur les listes Tahaou Dakar, Alioune Ndoye, Ousmane Ndoye, Doudou Issa Niasse, sont aujourd'hui dans Benno Bokk Yakaar. Ça ne nous dérange aucunement. C'est des gens qui ont renié Tahaou Dakar, ils sont allés se ranger du côté de ceux qui ne respectent pas leur engagement. C'est tant mieux, les choses sont bien clarifiées. Et j'invite les hauts conseils, les élus, conseils municipaux, départementaux, à faire le choix. Gor, Deynek, Gor, Baba Mouidé. Moi, je ne vois pas Tahaou Dakar sur le terrain, je ne le vois que sur les plateaux. Maintenant, Moussa Sow a dit des choses graves. Il a dit qu'il y avait des achats de conscience sans donner des preuves. On n'a pas besoin d'être sur le terrain. Nos interlocuteurs, ce sont les conseils municipaux départementaux. Nous allons les rencontrer chez eux. Et nous allons les rencontrer dans les conseils municipaux. Je n'ai pas un message particulier pour les futurs élus du travail. C'est vous qui gérez l'UCG, c'est pas nous. Excusez-moi. Mon message va à l'endroit du peuple sénégalais. À qui Macky Sall, surtout à la jeunesse, Macky Sall avait promis 500 000 emplois. C'est-à-dire que le peuple... attendez. On parle du Haut Conseil, là. Non. Attendez, revenez pour autre chose. S'il vous plaît, c'est notre marabout, mais notre marabout... Il va conclure. Il va finir le débat. Allez-y. S'il vous plaît, Ibrahima, c'est important ce que je dis. C'est-à-dire que dès l'instant que nous avons considéré que le Haut Conseil n'est pas important, n'est pas utile, n'est pas conforme aux principes de la République, n'est pas conforme aux intérêts des préoccupations, c'est à ce peuple-là que je m'adresse, finalement, qu'il prenne ses responsabilités. Qu'il apprécie le comportement de Macky Sall, qui avait promis un gouvernement de 25 ministres, qu'il n'a pas respecté, qui avait promis 500 000 emplois à la jeunesse, qu'il n'a pas respecté, qu'il avait promis de faire, qu'il nous donne les preuves, qu'il nous donne les preuves, qui avait promis de faire un mandat de 5 ans qu'il n'a pas respecté. Mais dans le cadre même du Haut Conseil qui avait promis de faire des pôles régionaux, tous les experts sont d'accord que les pôles régionaux étaient un outil de développement local. Donnez-moi 2 noms d'experts. Je vous en prie. Même moi, je suis expert parce que je suis chercheur en sciences politiques, spécialiste de la gouvernance locale. Le deuxième expert. Attendez. Le deuxième expert. Attendez. Le deuxième expert, c'est Ismaël Madior Fall. Le professeur Ismaël Madior Fall, qui m'a enseigné à l'université, qui est mon professeur encadreur lors de ma thèse. Qui est la cause de tous les élus de toutes les communes du Sénégal. Attendez, qui a développé la pertinence, en tant à l'origine de tous les problèmes. Non, je vous en prie, qui a développé la pertinence des pôles régionaux. Il est passé à côté. Où est le projet sur les pôles régionaux? Le président a sauté cette étape pour sauter, parce qu'il y a les élections législatives qui viennent et qu'il y a des gens qui ne sont pas encore casés et qui atterrissent au Conseil. Nous n'allons pas épuiser ce débat ce soir. Vendredi prochain, éventuellement, il y aura un débat spécial également consacré au Haut Conseil des collectivités territoriales. En tout cas, merci à tous les 4. Merci à El Hadj Ibrahima Mbaw, membre de Macky 2012 et de Benno Bokk Yakaar. Malick Niass de Rewmi, il est aussi membre du conseil départemental de Kaolack. Moussa Sow, mandataire de And
de Taxawu Dakar, et Bassirou Kébé, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Messieurs, merci d'être venus échanger avec nous sur cette question brûlante de l'heure. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Au revoir.